Attends, attends, Hugo. Tu es en train de me dire qu'en 1985, dans beaucoup de familles, un seul salaire suffisait à faire vivre tout le monde. Souvent, oui. Le père au travail, la mère souvent à la maison, 2 ou 3 enfants, et à la fin du mois, ça pouvait tenir. Non, mais c'est une blague. Aujourd'hui, on est deux à bosser, mon mari et moi, et on compte encore les euros le 25 du mois. Je sais. Et d'ailleurs, salut à toi qui viens de nous rejoindre, bienvenue. Parce que c'est exactement la question de l'épisode. Qu'est-ce qui s'est cassé entre cette époque et maintenant ? Parce que moi, j'entends mes parents raconter ça et je me dis, soit ils exagèrent, soit on nous a volé quelque chose. Alors, aujourd'hui, on remonte le temps, direction les années 80. Et honnêtement, si comme moi tu as parfois l'impression que ton argent rétrécit un peu chaque année, reste avec nous. On va comprendre pourquoi ensemble. Alors, pouvoir d'achat. Le mot revient partout, à la télé, dans la rue. Mais concrètement, ça veut dire quoi, Chloé ? Ce que je peux acheter avec mon argent? C'est ça, oui. Le pouvoir d'achat, c'est pas combien tu gagnes. C'est combien de choses toi, ton salaire peut vraiment payer. Ah, donc deux personnes peuvent gagner pareil, mais pas avoir le même pouvoir d'achat. Si les prix montent plus vite que le salaire, oui. Tu gagnes plus sur le papier. Et pourtant, tu vis moins bien. C'est ça le piège. Oh là là, ça c'est le sentiment de tout le monde, je crois. Alors, posons le décor. En 1985, on ne payait pas en euros, on payait en francs. Ah oui, le franc, mes grands-parents en parlent encore. Ils comptent parfois en francs, sans faire exprès. Beaucoup de gens le font encore. L'euro est arrivé dans nos poches en 2002. Avant, tout au tout était en francs. Et 1 euro, ça faisait combien de francs déjà? 1 euro, c'était à peu près 6 francs 55. Un taux fixé une fois pour toutes, plus moyen d'en changer. 6 francs et demi pour 1 euro. D'accord. Donc, quand mamie me dit qu'un café coûtait quelques francs, Ça peut paraître minuscule, oui, mais attention, c'est le piège numéro 1 quand on parle du passé. quel piège! Comparer un prix d'avant avec un prix d'aujourd'hui sans réfléchir. Le pain coûtait presque rien, sauf que les salaires aussi étaient de plus petits. Ah oui, c'est vrai. Si tout était petit, prix et salaire, alors ça change tout. Tout à fait. Le bon réflexe, c'est jamais le prix seul. C'est toujours combien d'heures de travail pour payer cette chose. Attends, redis ça. Combien d'heures de travail? Pour un objet? Oui, imagine. Tu veux acheter un frigo. La vraie question n'est pas son prix, c'est combien de jours je dois travailler pour me le payer. Ah, et si aujourd'hui je dois travailler plus de jours pour le même frigo qu'en 1985? Alors ton pouvoir d'achat a baissé. Tu viens de comprendre tout l'épisode en une phrase, Chloé. Ah, si seulement c'était toujours aussi simple. Bon, vas-y, continue. Parce que là, je sens qu'il y a un piège quelque part. Mais tu vois, là c'est intéressant. Parce que pour certaines choses, on travaille beaucoup moins d'heures qu'avant. Vraiment? Lesquels? Les objets, la technologie, l'électroménager, les vêtements, un téléviseur dans les années 80, c'était un vrai gros achat. On économisait des mois. Sérieux? Un mois de salaire pour une télé? Parfois plus. Une télé, c'était un événement dans la maison. Aujourd'hui, une télé correcte, c'est quelques jours de travail, voire moins.
C'est fou, donc pour ça on est plus riche qu'avant en fait. Pour ça, oui. Et c'est important de le dire honnêtement. On a des téléphones, des voyages en avion pas chers, des habits pour presque rien. Mes parents n'avaient pas ça. Un voyage, c'était rare, un truc énorme. Eh oui. Donc l'histoire n'est pas si simple. Sur les objets, franchement, on a gagné. Vraiment. Mais alors, pourquoi j'ai l'impression d'étouffer à la fin du mois, si tout est moins cher? Ah, et c'est la question, la vraie. Et la réponse, elle tient dans un seul mot. Vas-y, dis-le, tu me fais durer le suspense là. Le logement, Chloé. Le loyer. Le prix des maisons. C'est là que tout a basculé. Le logement, oui, mon loyer, il me prend une grosse partie de mon salaire, une vraie grosse partie. Et tu n'es pas seul. Dans beaucoup de familles, aujourd'hui, le logement mange une part énorme du budget, bien plus qu'avant. Attends, mais pourquoi? Pourquoi ça précisément ça a explosé alors que les télés ont baissé? Parce qu'une télé, on peut en fabriquer des millions dans une usine. Un appartement au centre de Paris, on ne peut pas en fabriquer plus. Oh, la place est limitée. La place est limitée. Et quand beaucoup de gens veulent le même endroit et qu'il n'y en a pas assez, le prix monte. Toujours. Donc mon frigo était moins cher, mais le toit au-dessus du frigo coûte une fortune. Tu résumes mieux que moi, franchement, et ce n'est pas qu'une histoire de Paris, on va le voir. Attends, mais avant d'aller plus loin, reviens en 1985, 2 minutes. Une famille, un salaire. Comment ça marchait vraiment au quotidien? Ah, j'allais justement y venir. Prenons une famille. Le père a un travail stable, à l'usine ou au bureau. Souvent le même emploi pendant de longues années. Le même emploi pendant des années, ça fait rêver, dit comme ça. C'était plus courant, oui. Tu entrais dans une entreprise jeune et souvent tu y restais. Ça donnait une sécurité. Tu pouvais faire des projets sur le long terme. Alors que moi, mes amis, on change de boulot tous les 3 ans. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Et cette sécurité, elle a une valeur. Elle ne se voit pas sur la fiche de paie, mais elle compte énormément. Comment ça, elle ne se voit pas? Quand tu es sûr de ton avenir, tu oses. Tu achètes une maison, tu empruntes, tu fais un enfant sans avoir peur. La peur, ça coûte cher aussi. Ça c'est vrai, la peur, ça t'empêche de vivre. Oh là là, on n'y pense jamais à ça. Alors, retiens l'expression « la sécurité de l'emploi ». En France, on parle souvent d'un CDI, un contrat à durée indéterminée, un emploi stable, sans date de fin. Avoir un CDI, aujourd'hui encore, ça rassure. Garde ce mot, on va y revenir. D'accord, un salaire, un emploi stable, une famille qui tient, mais il n'y avait pas de problèmes en 1985. On n'idéalise pas un peu là? Ah, tu as raison de te méfier. Non, non, il ne faut surtout pas idéaliser. Il y avait de vrais problèmes, du chômage déjà, et autre chose de dur. Quoi? Les prix qui montaient à plus vite qu'aujourd'hui. Chaque année, la vie devenait sensiblement plus chère. On appelle ça l'inflation. L'inflation, oui, on en parle beaucoup en ce moment, mais tu dis que c'était pire avant. Au tout début des années 80, oui, l'inflation a dépassé les 10% par an. En 1981, 1982, elle tournait même autour de 13%. Après, elle a baissé petit à petit. Mais pendant un moment, la vie devenait vraiment plus chère chaque année. Attends, ça fait peur ça.
tu épargnes et ton argent perd sa valeur tout seul. Et c'est ça, le danger de l'inflation. Elle punit ceux qui économisent. Ton argent dort à la banque et pendant ce temps, il perd de sa force. Doucement. Donc c'est pas tout rose non plus, cette fameuse époque, d'un côté la sécurité, de l'autre l'argent qui fond. Et c'est là que ça devient passionnant, Chloé. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est comme inversé. Inversé, comment ça, inversé? Réfléchis. Avant, emploi plutôt sûr, mais argent qui perd vite sa valeur. Aujourd'hui, prix plus calme en général, mais emploi qui bouge tout le temps. Oh, c'est comme si on avait échangé un problème contre un autre. Tu vois, ce n'est pas si simple, avant mieux ou maintenant pire. C'est surtout différent. Et pour bien comprendre, il faut regarder chaque morceau du budget d'une famille. D'accord, ça me plaît ça. On dissèque, on prend le budget et on regarde poste par poste. C'est exactement mon idée. Et pour ne pas se perdre, on va suivre 3 grandes parties. 1. Le logement, le plus gros morceau. 2. Les dépenses de tous les jours, le café, les courses. 3. Les choses qui, elles, ont baissé. 3 parties, tu vois le plan. Nickel. Et dans chaque partie, on regarde où ça fait mal et où au contraire, on s'en sort mieux qu'avant. C'est ça l'idée. Parce que la vérité, elle essaie dans les détails. Le mot pouvoir d'achat, tout seul, ça ne veut presque rien dire. Comment ça ne veut rien dire? Tu viens de passer 10 minutes à me l'expliquer. Non, attends, je me suis mal fait comprendre. Je veux dire, le pouvoir d'achat moyen, le grand chiffre qu'on entend à la télé, il cache la vraie vie des gens. Ah d'accord, le chiffre moyen, ça mélange tout le monde. Prends un exemple bête. Moi, je mange bien, toi, tu ne manges rien. En moyenne, on mange chacun correctement, mais toi, dans la vraie vie, là, tu as faim. Ah, elle est bonne celle-là. La moyenne qui ment. Faut que je la ressorte à la maison. Et c'est pareil pour le pouvoir d'achat. En moyenne, ça peut avoir l'air stable. Mais un jeune qui cherche un logement dans une grande ville, lui, il galère. Galéraire. Pour ceux qui apprennent, ça veut dire quoi exactement? Avoir beaucoup de mal, ramer, souffrir pour y arriver. C'est un mot du quotidien, tu l'entendras partout. Je galère à payer mon loyer. Ah, je la garde celle-là. On peut le dire comme ça tous les jours. Exactement comme ça. Bon, alors on est d'accord sur le plan. On plonge dans le budget morceau par morceau. On plonge, mais commence par celui qui fait le plus mal, le logement, parce que là, j'ai vraiment besoin de comprendre pourquoi c'est devenu ce cauchemar. Alors, on attaque par le premier poste, le plus lourd, le logement. Accroche-toi, Chloé, parce que c'est vraiment le cœur de toute l'histoire. Imagine, en 1985, dans pas mal de régions, un ouvrier avec un seul salaire pouvait parfois espérer devenir propriétaire. Pas partout, surtout pas au centre des grandes villes, mais c'était bien plus accessible qu'aujourd'hui. Attends, un seul salaire, et il devenait propriétaire. Aujourd'hui, à deux, on galère à louer un 2 pièces. Et c'est exactement le choc. On dit souvent qu'à l'époque, une maison représentait quelques années de salaire. Aujourd'hui, dans beaucoup de villes, c'est bien plus. C'est-à-dire, Ça dépend énormément de l'endroit. Dans une ville très chère comme Paris, un logement peut représenter un nombre d'années de salaire énorme. On parle parfois de 15, 20 ans, voire plus. Ailleurs, en province, c'est moins violent. Mais presque partout, c'est plus dur qu'avant. Ça, c'est sûr.
Oh là là, et à Paris, 20 ans de salaire juste pour les murs. C'est violent. Et je vais te raconter une histoire. Attention, ce n'est pas une histoire vraie à 100%. Et ça ne s'est pas passé comme ça pour tout le monde. C'est un exemple, mais il donne bien l'esprit de l'époque. Un homme, appelons-le Gérard, ouvrier dans une usine du côté de Lyon. D'accord, Gérard, je t'écoute. En 1985, Gérard a un salaire d'ouvrier, correct sans plus. Sa femme ne travaille pas, ils ont 2 enfants. Et dans leur région, à ce moment-là, ils arrivent à acheter une petite maison avec un jardin. Encore une fois, tout le monde n'y arrivait pas. Mais c'était possible et ça arrivait vraiment. Avec un jardin, sérieux, un ouvrier, un seul salaire, 2 gamins et un jardin? Un jardin. Les enfants jouent au dehors. Le crédit, ils le remboursent sur une quinzaine d'années, tranquillement. Et à la fin, la maison est à eux. Vraiment à eux. Et sa fille aujourd'hui, parce que je sens qu'il y a une suite. Tu as tout deviné. Sa fille, appelons-la Sophie. Elle a 35 ans. Infirmière, un vrai métier, un métier utile. Elle gagne, disons, autour de 2 500 euros par mois. C'est pas rien, 2 500 euros. Non, c'est correct. Mais dans sa ville, un petit appartement, ça peut vite coûter 250, 300 000 euros. Parfois plus. Fais le calcul. Attends, 2 500 par mois, contre tout ça, mais elle ne pourra jamais, même en économisant tout. Elle loue. Elle a un bon métier, elle soigne les gens et elle loue. Son père, ouvrier, était propriétaire. Elle, infirmière, elle est locataire. C'est ça le renversement. Ça me met en colère, ça, Hugo. Vraiment. Elle fait un métier plus qualifié que son père et elle vit moins bien. Sur le logement, oui. Et c'est ça le vrai problème. On a l'impression d'avancer et sur ce point précis, on recule. Mais pourquoi? Pourquoi les prix ont explosé comme ça? Les maisons n'ont pas changé, elles. Alors, plusieurs choses en même temps. D'abord, dans les grandes villes, il y a plus de gens qui veulent y vivre. Plus de demandes pour le même espace. D'accord, plus de monde, moins de place. Logique. Ensuite, le crédit. Les banques prêtent sur des durées très longues maintenant. 25 ans, parfois 30. Ça permet d'emprunter plus et donc de payer plus cher. Attends, ça c'est étrange. Prêter plus, ça devrait aider les gens, non? On le croit. Mais si tout le monde peut emprunter plus, les vendeurs montent les prix. Au bout du compte, tu paies plus cher, plus longtemps. L'argent facile fait grimper les prix. Ah, donc ça n'aide pas l'acheteur, ça aide juste le prix à monter. C'est pervers. Et il y a un mot pour ça, un mot utile, la spéculation. Acheter un logement non pas pour y vivre, mais pour le revendre plus cher plus tard. Et la spéculation, donc des gens achètent des appartements juste pour gagner de l'argent dessus, sans jamais y habiter. Ça arrive, oui. Le logement devient un placement comme des actions. Et pendant ce temps, Sophie, l'infirmière, elle cherche juste un toit. C'est ça qui me serre le cœur. Pour elle, c'est un besoin. Pour d'autres, c'est un jeu d'argent sur le même appartement. Tu as mis le doigt dessus. Le logement, c'est un besoin de base. Manger, dormir, se loger. Et on l'a transformé en objet de marché. C'est là que ça coince. Bon, et le loyer alors? Parce que tout le monde n'achète pas. Beaucoup de nos spectateurs louent, comme moi d'ailleurs.
Le loyer suit, forcément. Si acheter coûte cher, le propriétaire veut rentrer dans son argent, alors il augmente le loyer. Et dans les grandes villes, ça devient énorme. Moi, mon loyer, il me prend presque un tiers de ce que je gagne. Un tiers. Avant même de manger, avant tout, un tiers qui part. Et tu n'es pas la seule, malheureusement. Beaucoup de gens sont à un tiers, parfois plus. En 1985, en général, un loyer prenait souvent une part plus petite du budget. Le reste servait à vivre. Donc les gens d'avant, après le loyer, il leur restait plus pour le reste. Pour sortir, pour économiser, pour les enfants. Et la vraie différence, elle est là. Pas dans le salaire affiché, mais dans ce qui te reste vraiment dans la poche à la fin du mois. Ce qu'on appelle le reste à vivre. Le reste à vivre. J'aime bien cette expression. Ce qui te reste une fois que tout l'obligatoire est payé. C'est exactement ça. Loyer, facture, transport. Tu enlèves tout ça et ce qui reste, c'est ton vrai pouvoir d'achat. Et ce reste-là, il a fondu. Il a fondu, comme neige au soleil. Attends, ça c'est une expression, non? Fondre comme neige au soleil. Bien attrapé. Ça veut dire disparaître très vite, petit à petit, jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Comme la neige quand le soleil arrive. C'est joli et c'est triste en même temps. Bon, mais dis-moi, Hugo, il n'y a pas que le logement quand même? On avait dit qu'on ferait le tour. Tu as raison. Bon, faisons une pause 2 secondes et récapitulons le logement. Des prix qui explosent, la spéculation, un loyer qui avale un tiers du salaire. Ça, c'est notre première partie, le plus gros morceau. Maintenant, deuxième partie, les dépenses de tous les jours. Et attends de voir ce qui se passe avec un simple café ou un paquet de courses au supermarché. Ah, les courses, ne m'en parle pas. À chaque fois que je passe en caisse, j'ai mal au ventre. Alors on y va. Et là, franchement, il y a quelque chose qui m'a ouvert les yeux le jour où je l'ai compris. Un petit tour de passe-passe caché dans les rayons du supermarché. Un tour de passe-passe, dans les rayons? Bon, là il faut que tu m'expliques tout de suite. Bon, le café au comptoir, en 1985, ça coûtait quelques francs. Aujourd'hui, le même café, c'est souvent autour de 2 euros. Mais ce n'est pas ça le vrai problème, Chloé. Ah bon? 2 € pour un café? Moi je trouve déjà que c'est le problème. Oui, mais regarde autre chose. Le prix monte, d'accord. Sauf qu'il y a un deuxième truc, plus discret. La quantité, elle baisse. Et ça, presque personne ne le voit. Comment ça, la quantité baisse? Explique. Eh bien ça porte un nom, la réduflation. C'est un mot un peu bizarre, hein, mais l'idée est toute simple. Le paquet reste au même prix, sauf qu'il y a moins de produits dedans. Tu paies pareil, tu reçois moins. Et ce n'est pas nouveau, hein? Ça existait déjà avant, sauf qu'aujourd'hui, on le remarque beaucoup plus. Attends, tu veux dire que mon paquet de gâteaux, il a maigri sans que je m'en rende compte? Exactement, une tablette de chocolat qui pesait 100 grammes, tu l'as retrouvée à 80, un paquet de café, un pot de yaourt, même chose. Le prix ne bouge pas, ou à peine, mais tu en as moins. Oh là là, mais c'est presque malhonnête, non? On ne nous prévient pas. C'est tout le problème. C'est légal, mais c'est discret. Le prix affiché te rassure, alors tu ne regardes pas le poids. Et c'est justement là qu'il joue. Alors maintenant, je vais regarder le prix au kilo. C'est écrit sur l'étiquette, non en tout petit. Exactement, c'est le bon réflexe. Le prix au kilo ou au litre.
C'est la seule façon de comparer honnêtement. 2 paquets côte à côte, celui qui a l'air moins cher n'est pas toujours le moins cher. Ça, c'est vraiment utile, le prix au kilo, je note. Bon. Mais dis-moi, Hugo, il y a bien des choses qui ont baissé quand même. Tout ne peut pas être devenu plus cher. Ah, et justement, ça nous amène à la 3e partie. Parce que oui, certaines choses coûtent beaucoup moins cher qu'avant. Sérieux? Quoi par exemple? La télévision, l'ordinateur, le téléphone. Dans les années 80, une télé couleur, c'était parfois 1 mois de salaire. Les gens économisaient longtemps pour l'acheter. 1 mois de salaire pour une télé, aujourd'hui on en trouve une correcte pour 200 €. C'est ça le paradoxe. Les objets, la technologie, les vêtements, tout ça était devenu plus accessible. Mais le logement, la nourriture, l'énergie, les choses dont tu as vraiment besoin pour vivre, elles ont grimpé. Donc on peut s'offrir une belle télé, mais pas se loger tranquillement. C'est un peu absurde quand tu le dis comme ça. C'est le cœur de tout notre épisode, en fait. Le confort a changé de place. Avant, souvent, une seule personne au travail nourrissait la maison. Aujourd'hui, il faut souvent 2 salaires juste pour tenir. Et encore, tenir, pas forcément vivre largement. Alors je voudrais qu'on retienne une chose, surtout pour ceux qui viennent d'arriver en France. Ce sentiment que tout est cher, ce n'est pas dans ta tête, c'est réel. Mais ne reste pas juste avec ce sentiment. Regarde ton reste à vivre, pas seulement ton salaire, et compare toujours au prix au kilo. 2 outils tout simples, mais qui changent la vie. Ça fait du bien de l'entendre, honnêtement, parce qu'on culpabilise. On se dit qu'on gère mal son argent. Et souvent non. Tu gères tout comme tu peux dans un monde qui a changé les règles. Comprendre ça, ça enlève déjà un poids. Tu vois où part ton argent et pourquoi. Alors si je devais résumer pour quelqu'un qui débarque, partie 1. Le logement, c'est le gros morceau, on surveille ça en premier. Partie 2. Au supermarché, attention à la réduflation, on regarde le prix au kilo pour ne pas se faire avoir. Partie 3. La télé, le téléphone, bonne nouvelle, c'est moins cher qu'avant. Et surtout, on arrête de culpabiliser. Rien à ajouter, c'est exactement ça. Et je te laisse avec le mot de tout l'épisode, le pouvoir d'achat. Maintenant tu le sens vraiment, ce n'est pas ton salaire, c'est ce qu'il te reste une fois le loyer et les factures payées. C'est ton reste à vivre, en vrai. Le pouvoir d'achat, le vrai héros invisible de l'épisode. Exactement, bon. Je crois qu'on a fait le tour, Chloé. J'espère qu'on a rendu tout ça un peu plus clair et surtout un peu moins lourd à porter. Moi, j'ai appris des choses et pourtant je croyais connaître le sujet. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Vraiment, ça compte. Ça compte énormément. Prenez soin de vous, respirez et rappelez-vous, comprendre, c'est déjà reprendre un peu le contrôle. Et si cet épisode t'a aidé, abonne-toi, comme ça tu ne rates rien de la suite. À très vite. Salut à tous.